Bonjour à toutes et à tous et bienvenue à la conférence de l'Observatoire Crédit Logement CSA pour le deuxième trimestre 2026. Bonjour Michel, Bonjour Caroline, vous allez bien? bien voyagé? Très bon voyage, avec un peu de retard, mais je suis arrivée à bon port. Bon, écoutez, aujourd'hui, nous allons parcourir les indicateurs de l'Observatoire comme d'habitude pour le deuxième trimestre 2026. Un trimestre qui marque fortement le pas quand même, c'est ce qu'on va voir avec vous en détail, Michel. Vous avez également souhaité faire un petit focus sur la primo-accession, donc ce sont des éléments qu'on partagera également et bien sûr, j'ai envie de dire comme d'habitude, on essaiera de se projeter un petit peu sur cette fin d'année 2026 et le début d'année 2027. Vous pouvez poser vos questions à tout moment, nous tâcherons d'y répondre en direct et nous, vous savez, nous transmettrons les chiffres et l'analyse présentée aujourd'hui à la suite de cette conférence, mais vous pourrez la retrouver également sur le site observatoire.credilogement.fr qui a fait peau neuve tout récemment et que je vous invite à découvrir car voilà, il est très agréable à lire, comme vous l'avez souligné Michel, et vous retrouvez tous les indicateurs, mais également la méthodologie de l'observatoire, les chiffres clés, le glossaire, enfin toutes les questions que vous pouvez vous poser à propos de l'observatoire. Donc rendez-vous sur l'observatoire.credilogement.fr. Michel, je vous propose qu'on démarre Bien sûr, avec les taux? et c'est vrai, vous avez raison, le site, il est très joli. Bon, ce qu'il y a dedans, c'est autre chose, mais au strict plan visuel, comme je vous disais, ça vaut le déplacement. Alors, Merci. on va vous parler du deuxième trimestre et un peu d'avant, un peu d'après, heu, parce qu'il s'est passé quelque chose au deuxième trimestre, hein, heu, une modification de paysage. Une modification de paysage, les craintes qu'on pouvait avoir auparavant se sont concrétisées, mais d'un autre point de vue, heu, on a vu apparaître des éléments qui nous laissent penser, que demain sera peut-être meilleur qu'aujourd'hui. Voilà. Bon, alors, on va commencer comme à l'habitude par les taux des crédits immobiliers. Nous sommes en juin à 3,26%. 3,26%, ça signifie que, heu, nous confirmons la remontée des taux des crédits, c'est clair. Mais un petit retour, sur, les derniers mois. Vous vous souvenez? Peut-être pas, mais je vous le dis, hein. En décembre dernier, le taux était à 3,16%. Et puis, en janvier, il a pris 3 points de base. En février, il a encore remonté de 3 points de base. Et à partir de là, à 3,22%, le taux s'est stabilisé. Alors pourquoi s'est-il stabilisé? Parce que la réaction, du marché à l'augmentation est une réaction qui visiblement, heu, était beaucoup plus rapide, beaucoup plus marquée que ce que beaucoup attendaient. Et les établissements, qui arbitrent, qui cherchent à arbitrer en permanence entre, heu, satisfaire la demande, la consolider, permettre son expansion et puis de l'autre côté, heu, assurer la pérennité de leur activité, donc marger, créer des fonds propres. Les établissements qui, au début de l'année, avaient saisi une fenêtre de tir pour commencer à remarger un peu plus, ont fait, je ne vais pas dire marche arrière, mais ont tempéré. Et donc entre février et avril, le taux s'est stabilisé à 3,22%. Il s'est stabilisé à 3,22%. Heu, dans un premier temps, ça n'a pas servi à grand-chose parce que au mois de mars, vous vous souvenez, il y a eu, une petite surprise du côté du Moyen-Orient et puis, en avril, en revanche, on a eu un bon mois, hein, un bon mois qui a, laissé penser à beaucoup que finalement, heu, le début de l'année était une mauvaise parenthèse et que rapidement on allait revenir sur une situation qui était une situation, bien meilleure. Je vais pas dire normale, mais bien meilleure. Et là,
on a eu le mois de mai. Alors le mois de mai a été pas bon, pas terrible, hein. Plein de raisons à ça, bien sûr, si on veut faire, dans la discrétion, on dira: «Oui, ben c'est normal, il y avait les ponts, les jours fériés, tout ça». Si on veut faire dans le réalisme, on dira: «Oui, ben une situation économique qui était pas bonne, un taux de chômage qui montait, un moral des ménages qui était en berne» et cetera, sans même parler du déficit public parce que là, c'est indécent. Et donc on s'est trouvé un mois de mai pas bon. En revanche, le mois de juin a été un peu meilleur. Il a été un peu meilleur et pourtant, on a vu qu'à partir, du mois d'avril et surtout au mois de juin, les établissements ont commencé à réajuster leur taux à la hausse. Heu, Au mois de juin, enfin au mois de mai, augmentation des taux de 3 points de base. Au mois de juin, augmentation des taux de 1 point de base. Mais ce qui reste modéré quand même, Michel. Ce qui reste modéré, on est à 3,26, mais soyons clairs, nous sommes sur des niveaux de taux alors qui sont des niveaux de taux qui ne sont pas de nature à, bloquer le Oui. marché, hein, le marché n'est pas bloqué par les taux, le marché est bloqué par autre chose, on en parlera par la suite. Bon alors maintenant, si on veut aller un peu plus avant dans l'analyse, on fait comme à l'habitude, hein, on regarde du côté de ce qu'on appelle les produits phares. Alors rappelons tout de même que la situation a été une situation, heu, qui, pratiquement jusqu'à la fin du mois de juin, heu, a s'est développée avec des taux de la BCE inchangés, hein. Bon, parce que, la hausse des taux de la BCE de 25 points de base, en fait, est devenue, opérationnelle, je crois, à partir, du 23 juin, donc ça n'a pas eu véritablement le temps, d'impacter. Sauf que les établissements ont, pris un peu les devants parce que, les établissements de crédit voient bien que la BCE s'est peut-être engagée dans un cycle de Mmh. remontée des taux, qu'en plus la demande est économiquement fragile et que du côté, du déficit public, on ne peut pas faire confiance, c'est pas ça qui va venir, alléger, heu, les, la charge de la dette publique, hein. Vous vous souvenez, la charge de la dette, pour l'année prochaine, c'est 2 400 € par seconde. 2 400 € à la seconde. Voilà. Donc à partir de là, il est évident que, le mouvement est un mouvement qui, heu, allait, s'exprimer par une remontée du taux. Mais la remontée a été, modérée, hein, regardons les produits phares. Sur le 15 ans entre décembre et juin, on est à 3 points de base. Mmh. C'est du peanuts, hein, sur le 20 ans et le 25 ans, on fait du 5 points de base, hein. C'est pas véritablement ça qui était de nature à casser le marché, hein. Encore une fois, si le marché trébuche, si le marché hésite, c'est pas en raison des taux, hein. Oui, les établissements prêteurs font en sorte de garder des conditions, favorables malgré, le contexte, qui pèse sur eux, Eh ben, simplement, ils cherchent à préserver, la demande. la demande, l'activité du marché. Ils cherchent à éviter que certains segments, du marché soient des segments qui, soient, heu, en déperdition. On va voir, on va en prendre des exemples par la suite. Dans le même temps d'ailleurs, les durées, sont maintenues à un niveau élevé, hein. Sur, le deuxième trimestre, 251 mois. Ça signifie que, depuis un an, la durée moyenne des crédits s'est accrue de 6 mois. On est, depuis, plus d'un an sur,
des niveaux les plus élevés qu'on n'a jamais connus. Ça permet de compenser un peu euh, le reste des indicateurs qui contribuent à la formation de la solvabilité de la demande. Ça permet d'atténuer les conséquences de la remontée des prix de l'immobilier qui se poursuit. Ça permet de contenir l'impact de l'accroissement des taux des crédits immobiliers, même si cet accroissement est modéré. Ça permet aussi finalement euh, de répondre à certaines catégories de demandes qui ont un besoin impérieux de disposer de durée longue pour pouvoir faire passer leur plan de financement et réaliser leur opération immobilière. Alors, c'est ce qu'on dit régulièrement, hein. C'est vrai, on va en reparler, c'est vrai des jeunes, mais voyons un petit peu ce qui s'est passé. La remontée, l'allongement de la durée, c'est un allongement de la durée qui, tout de même, s'est accompagné d'une transformation de la structure. Et cette transformation de la structure doit être mise en avant pour bien comprendre, hein. En 2014, on était sur, par exemple, des prêts qui sont des prêts de 25 ans à moins de 30 ans, voire, bon, les plus de 30 ans, c'est peanuts, on fait comme si ça n'existait plus. Bon, il y en avait 51,1%. Aujourd'hui, nous sommes à 47,8%. Aujourd'hui, c'est-à-dire au mois de juin. Ça signifie que ces durées les plus longues ont perdu de la place dans le marché. Depuis un an, d'ailleurs, bon trimestre, mauvais trimestre, ce type de produit voit sa place dans le marché, parfois s'élever, parfois se réduire un peu, pas beaucoup. En revanche, ce sont les prêts de 20 ans à moins de 25 ans qui ont vu leur place dans le marché se transformer véritablement, s'élever, hein. 2014, on était à 27,9%, on est aujourd'hui à 35,1%, et ce type de produit, ce type de prêt a vu sa place s'élever au détriment des durées les plus courtes. Bon, alors, si on résume, on dit, voilà, depuis 1 an, 2 ans, c'est bien ce qu'on a vu avec l'allongement de la durée moyenne. Depuis 1 an, 2 ans, la durée moyenne s'élève. Ça signifie que les prêts aux durées les plus courtes voient leur poids dans le marché se réduire. Bon. Mais les durées les plus longues, d'un autre côté, ça voit leur composition se modifier. Les plus longs des plus longs ont vu leur poids se réduire, alors qu'en fait, ce sont les 20-25 ans qui prennent progressivement la place la plus importante dans le marché. Ça permet quoi? Eh bien, ça permet simplement aux établissements de conserver des durées longues en évitant de s'engager sur des durées trop longues, et ça permet aussi aux indicateurs type taux moyen de bénéficier de cette évolution. Je vous rappelle, hein, ce qu'on vous explique à chaque fois, et d'ailleurs comme c'est écrit pratiquement d'un mois sur l'autre, à force, tout le monde finit par s'en souvenir, hein. Si on se déplace vers des prêts longs, mais pas les plus longs, comme leurs taux sont plus bas que les taux les plus longs, enfin que les prêts les plus longs, le taux moyen, eh ben, le taux moyen, il peut contenir la hausse, qui est la hausse qu'il répercuterait sinon. Voilà. Mais alors, dans toute cette histoire, pourquoi y a-t-il toujours des prêts longs, très longs? Eh ben parce que
les principaux bénéficiaires de cela, les moins de 35 ans, les 35 à 45 ans, sont de gros consommateurs de ce type de prêt. Soyons clairs, les plus jeunes, les moins de 35 ans, sans ce type de produit, ne rentreraient pas dans le marché. Si, on en trouverait toujours, hein. Comme je dis, on trouvera toujours des jeunes de moins de 30 ans qui ont des taux d'apport personnel de 40 ou 45 %. Bon. Mais les autres, la grande majorité des autres, a besoin de durée longue, très longue. Et c'est la raison pour laquelle, quand on regarde, eh bien, on est tout de même sur des, euh, des moins de 35 ans qui sont à 87,9 % de des prêts qu'ils reçoivent, dont ils bénéficient, sur des durées de plus de 20 ans. Et on voit bien que euh, les 35 à 45 ans sont encore sur une proportion importante. En revanche, quand on a quitté ces tranches d'âge, tout de suite, on bascule sur des durées beaucoup plus courtes. Et pour des raisons démographiques, bien que euh, c'est purement théorique, hein, puisque la durée moyenne de détention d'un crédit Oui, immobilier, et moindre, hein. c'est 8 ans, 9 ans, hein. Ça s'est un petit peu allongé, 9 ans et des brouettes, mais ça ne va pas beaucoup au-delà. Donc ce qui fait que, de toute façon, faire rentrer un, un accédant de 55 à 65 ans euh, avec des durées de 20 à 25 ans, c'est tout à fait possible parce qu'on sait qu'il aura remboursé beaucoup plus rapidement et encore beaucoup plus rapidement que les plus jeunes des accédants. Mais ça veut dire que ce choix de conserver des durées longues, aujourd'hui, il est véritablement fait sur ces profils-là, en fait? C'est pour Enf- finalement soutenir l'arrivée de ces plus jeunes, on va dire, sur le marché, et on conserve, la durée longue pour ces profils? Bon, de toute façon, hein, soyons clairs, si on prend les jeunes, les moins de 30 ans, les moins de 35 ans, et surtout les 35 à 45 ans, c'est le gros des contingents d'accédants à la propriété, Mmh. hein. Les accédants à la propriété, c'est pas avant 25 ans, Oui. pour des raisons qui sont des raisons socio-professionnelles, familiales, etc. Et puis, c'est pas au-delà de 60-65 ans, parce que tous ceux qui pouvaient devenir propriétaires l'ont déjà, ont déjà réalisé leur projet. Donc le gros des contingents d'accédants à la propriété, c'est les 32 à 45 ans, donc les 35-45 ans dans notre typologie. Mmh. Maintenant, c'est pas vrai sur d'autres marchés. Si on prend les investisseurs immobiliers, ce ne sont pas des jeunes, hein, ce sont les Oui, personnes tout à fait. de 45 ou 55 ans et plus. Oui. Si on prend des acheteurs de résidences secondaires, même chose, ce ne sont pas des jeunes. Bien que pour des acheteurs de résidences secondaires, on trouvera 45-55 ans aussi représentés. Bon. Donc, en fait, des durées longues, parmi les plus longues, c'est pour permettre à des jeunes d'accéder à la propriété. Euh, alors ne nous trompons pas, si on va en parler après, pas forcément de la primo-accession. Ouais, tout à fait. Donc des durées longues, pour qui, on le sait, et derrière tout cela, les trois autres variables qui constituent le fond, entre guillemets, euh, des variables fondamentales pour comprendre. Alors, tout d'abord, l'évolution des revenus des ménages, qui empruntent pour réaliser leur projet. Bon, aucune surprise, hein, si je vous disais que euh, les revenus des ménages, même parmi ceux qui accèdent, ont
progresser de manière très, très rapide, vous seriez un petit peu étonné. Compte tenu du contexte et le contexte, que l'on connaît, avec, l la faiblesse des augmentations salariales, la dégradation du pouvoir d'achat, les revenus qui progressaient de 2,4 l'année dernière progressent de 1,6 cette année. Et c'est bien, et c'est bien. Enfin, ça reste encore bien. Pourquoi? Parce que, tout le monde l'a lu. L'INSEE, donc voilà, l'INSEE nous a dit qu'en 2025, en dépit de tout ce qui avait pu être déclaré par d'autres, le pouvoir d'achat des ménages a reculé de 0,4. Et compte tenu des évolutions qui sont les évolutions qui se dessinent pour 2026, le pouvoir d'achat va continuer à régresser un peu plus vite, 0,5. Le pouvoir d'achat, je vous rappelle, c'est l'augmentation des revenus nets de l'inflation. Donc ça signifie que les revenus progressent moins que l'inflation. Donc aucune surprise dans cette évolution, étant entendu que même si la reprise de l'inflation n'est pas encore très marquée, bien que ce soit significatif, pour autant, l'évolution des revenus de ceux qui empruntent reste contenue. Et surtout, une augmentation qui est moindre que l'augmentation des coûts des logements. Alors je rappelle, le coût du logement, ce n'est pas le prix du logement, parce que dans le coût, il y a tout, hein. C'est pas le prix au mètre carré, c'est le prix du lot. C'est le logement, plus les travaux éventuellement qu'on y réalise, plus les frais de machin, de trucs bidules, hein. C'est L'ensemble des frais. c'est ce qui constitue la base de la dépense à partir de laquelle l'emprunteur va aller voir son banquier. Mmh. Et donc, ça continue à progresser vite, hein. L'année dernière, l'augmentation des coûts était 4,5%, hein, c'est-à-dire plus de 2 points au-dessus de l'augmentation des revenus des ménages. Cette année, c'est 2,1%, un demi-point au-dessus de la hausse des revenus des emprunteurs. Voilà, donc on reste dans cette situation qui nous dit que de toute façon, le coût des opérations est un coût qui vient amputer, l'augmentation du coût qui vient amputer les capacités de réalisation des projets par la demande. Bon, du côté de l'apport personnel, dernière des variables, l'apport personnel recule encore un peu. Il ne recule pas autant qu'en 2025, où il avait diminué de 3,1%. Il recule de 0,2%. Bon, autant dire que c'est à peu près plat. D'ailleurs, depuis 2013, l'apport personnel est en niveau à peu près, reste en niveau à peu près inchangé en moyenne. Alors pourquoi? Bon, on a atteint sans aucun doute les possibilités qui sont les possibilités de mobilisation de l'apport personnel, hein, parce que ce n'est pas une réserve inépuisable. En plus, ceux qui se présentent aujourd'hui sur le marché, on le verra, sont pas forcément ces catégories de ménages qui peuvent très facilement mobiliser, sauf que la bonne tenue de la secondo-accession à la propriété permet justement de comprendre pourquoi le niveau de l'apport personnel ne recule plus en 2026. Bon, pour autant, soyons clairs, depuis la fin 2019, le niveau moyen de l'apport personnel s'est accru de 47,9%. C'est beaucoup et ça permet de comprendre pourquoi le marché
a été crémé comme il l'a été. Pourquoi on a une telle chute d'activité sur le marché? Marché des crédits immobiliers et puis aussi marché, des logements anciens et de l'accession, dans le neuf. Bon, dans tout cela, soyons clairs, ce qui est en train de se passer, confirme les craintes qu'on pouvait avoir depuis, plusieurs mois déjà. Mmh. Heu, les indicateurs de production de crédit immobilier reculent nettement, si on prend le niveau trimestriel moyen en glissement annuel. On est sur, un recul qui est un recul maintenant qui est, bien visible, hein. Si on regarde le graphique de gauche, la courbe en rouge, c'est, le niveau de variation du glissement annuel du niveau trimestriel glissant. Donc ça signifie qu'on est sur les moins en fait, on va voir moins 16 et des brouettes. Heu, la Banque de France nous dit la même chose, elle est en retard, on le sait, de quelques mois, mais la Banque de France est en train de franchir, c'est le graphique de droite, est en train de franchir la zone du zéro. Avec, 2 mois de retard, nous avons eu la confirmation dans la Le publication récente. décalage, oui, tout à fait. Alors, ce qui a comme conséquence, revenons sur le graphique de gauche, la courbe en bleu, donc même chose, variation glissement annuel du niveau annuel glissant. Eh bien, on voit que depuis plus d'un an, le ralentissement se confirme. Nous étions sur les zones de 40% il y a 1 an et demi, 2 ans de cela, ce qui laissait dire à beaucoup que finalement tout allait bien et il ne fallait pas s'inquiéter. Et puis finalement, le ralentissement s'est confirmé de mois en mois et nous sommes maintenant sur une petite augmentation. Petite augmentation, ben, ça signifie qu'il y a encore un peu de positif là-dedans, mais c'est plus le positif qu'on a connu. Donc, en niveau annuel glissant, on est à 6,5% d'augmentation, hein. Si on prend la production, donc c'était la courbe en bleu. Oui. Et puis si on prend ici, en nombre de prêts, nous sommes en 11,2% d'augmentation. Et on voit bien que sur le nombre de prêts, le niveau annuel glissant, donc c'est le graphique du nombre de prêts, la courbe a déjà piqué du nez, le retournement est déjà intervenu. Donc le niveau d'activité est en train de progressivement reculer. Alors, si on prend le niveau trimestriel glissant, voilà, nous sommes à fin juin à moins 14,8% pour la production, hein. Je reviens en arrière, c'est ce qu'on voyait En sur la rouge. courbe en rouge. Et nous sommes à moins 9,6% sur le nombre de prêts. Donc nous sommes bien ici sur un retournement. Jusqu'à présent, on parlait d'atterrissage. Oui. On franchit le pas sur beaucoup de marchés, on le verra, on est en retournement de conjoncture. Alors est-ce une dépression, une récession? Non. C'est un retournement conjoncturel, on verra, mais ça signifie aussi que les grandes périodes d'expansion sont derrière nous. Nous serons au mieux par la suite sur de grandes périodes de consolidation. Et il se trouve que quand on regarde sur
heu, la situation qui est la situation du premier semestre 2026, hein, heu, si on la compare à la situation des années 2016-2019, c'est-à-dire avant la recommandation du HCSF, nous sommes sur un niveau de production premier semestre 2026 qui est de près de 45 inférieur à ce qu'il était durant les années 2016-2019 et nous sommes sur un nombre de prêts qui est de 32 inférieur à ce qu'il était alors. Donc on comprend que finalement, la jolie courbe là sur le nombre de prêts nous indique bien que même si nous avons eu une embellie, c'est comme ça que ça s'appelle, hein, L'année dernière, en 2025. si nous avons eu une embellie, nous n'avons pas retrouvé les niveaux qui étaient les niveaux d'activité d'avant. Et pour autant, donc vous expliquez que le mois de mai était un mois compliqué, que l'on a vu un mois de juin se redresser. Nous, on constate aussi à Crédit Logement un début juillet qui est plutôt assez positif. Heu, vous conservez cette vision je dirais de resserrement, enfin d'atterrissage plus important, malgré cette tendance-là des dernières semaines ou des derniers mois? Heu, Au même titre qu'une hirondelle ne fait pas le printemps, un mois ne fait pas une année. Tout à fait. Donc nous avons eu un léger mieux, hein, c'est Mmh. clair, hein, nous avons eu un mois de juin qui était pas mal, Mmh. après un mois de mai épouvantable, Ouais. d'accord? Et puis, la première quinzaine du mois de juillet est une, quinzaine pleine d'illusions, hein, il y avait eu, en grande pompe, dans la galerie des glaces Vous remontez loin. de Versailles, la signature du protocole entre les États-Unis et l'Iran, Mmh. dont on a appris par la suite que, en fait, ça valait absolument rien, c'était juste pour tester, hein, mais peu importe. Nous avons pensé que nous irions en finale et on s'est aperçu que nous n'irons pas en finale et puis, nous avons eu en plus, cette canicule, qui a quand même, un peu bouleversé, heu, avec, dans la foulée, la diffusion des incendies partout sur le territoire, Mmh. hein. Donc nous avons, probablement une seconde quinzaine de juillet qui ne sera pas aussi bonne que la première a pu l'être. D'accord. D'autant qu'après, on a un mois d'août et je vous rappelle que le mois d'août, c'est Oui, généralement, heu, une chute d'activité de 33. bien sûr. Comme chaque Donc année ça, traditionnellement. toujours, toujours, quoi qu'il arrive et un mois de septembre qui repart à partir de la mi-septembre, Mmh. pas la première quinzaine. Donc faisons attention, pas d'illusions comme il y a pu y en avoir, Pas hein. d'espoir. Il y a, effectivement, heu, certains signes, on verra par la suite, qui laissent penser que, heu, nous avons peut-être, traversé une mauvaise période et que demain sera un petit peu meilleur, mais pour le moment, on ne peut pas interpréter, les 15 premiers jours de juillet comme, la traduction d'une amélioration significative, ce qui ferait que, heu, ce qui s'est passé jusqu'à fin juin sera, brutalement gommé, pour ouvrir, non, non, non. Ça n'inversera pas la dynamique. Très bien. Alors marché par marché. Tout d'abord, le marché du neuf. Alors le marché du neuf, a une particularité, hein, le marché du neuf, il y a un ralentissement de l'évolution des revenus des ménages, beaucoup plus rapide que sur le reste du marché, hein, 0,7 d'augmentation,
heu, nous étions l'année dernière à 2,3 heu et nous avons des coûts d'opération qui progressent beaucoup moins rapidement que l'année dernière. 1 d'augmentation, l'année dernière, c'était 4,8 d'augmentation. Et et pourtant, le coût relatif des opérations, donc le rapport entre le coût de l'opération et les revenus des ménages, alors c'est pas, je le dis tout de suite, comme on peut le voir, dans, certaines publications, d'organismes officiels, c'est pas le rapport entre 2 indicateurs moyens. Là, c'est la moyenne des indicateurs au niveau microéconomique. Mmh. Donc c'est 5,2 années de revenus. L'année dernière, à la même époque, nous étions à 5 années. Bon alors, qu'est-ce qui s'est passé? Eh ben, il se passe, quelque chose dans le neuf, qui a échappé à personne. Heu, la promotion immobilière est en panne et donc, sur le marché du neuf, ce qui existe encore, c'est la construction de maisons individuelles. Et cette construction de maisons individuelles se caractérise, sans trahir aucun secret, tout le monde le sait, par des coûts d'opération beaucoup plus faibles et par des clientèles qui sont plus modestes que celles qu'on trouve dans la promotion immobilière. Et donc, ce qu'on voit au niveau de l'évolution des revenus et au niveau de l'évolution des coûts des opérations, c'est la conséquence de cela. Avec en plus le fait que les acheteurs, les accédants à la propriété, notamment dans le neuf, sont des ménages qui sont des ménages dans le secteur de la maison individuelle, bénéficient beaucoup plus fréquemment, pour ne pas dire largement, du prêt à taux zéro. Ce qui n'est pas le cas dans le secteur de la promotion immobilière, même si, au fil des années, les pouvoirs publics s'étaient efforcés de privilégier le prêt à taux zéro dans le secteur de la promotion immobilière, au détriment du prêt à taux zéro dans le secteur de la construction de maisons individuelles. Mais depuis 2 ans, heu, l'équilibre, s'est rétabli, permettant au secteur de la construction de maisons individuelles, de reprendre toute sa fraîcheur. Et donc on s'aperçoit au début de l'année que nous sommes sur le secteur de la enfin de sur les moins de 3 SMIC, en progression significative par rapport aux 2 années ou aux 3 années passées. Et cela au détriment des 3-4 SMIC, voire des 4 à 5 SMIC. Donc nous avons ici une transformation du marché, qui est cette transformation qui est, sans aucune surprise, conséquence des évolutions, auxquelles on s'attendait compte tenu, de la modification des dispositifs de soutien public. Mais pour autant, heu, le marché, est un marché qui n'est pas au mieux de sa forme, soyons clairs, hein. Heu, quand on prend, le deuxième trimestre, nous sommes sur un recul de production de 17,6. Heu, c'est la première fois depuis 2 ans que la production de crédit immobilier au neuf recule, hein. Et nous sommes sur un nombre d'opérations qui recule de 14,3. Voilà, donc nous sommes, sur un 2e trimestre qui est pas excellent, c'est le moins qu'on puisse dire. Et d'ailleurs, on s'aperçoit que le ralentissement, qui est le ralentissement, heu, que l'on observe sur les indicateurs au niveau annuel glissant, est un ralentissement qui est beaucoup plus prononcé que sur le reste du marché. Mmh. La courbe, la courbe qui nous prend le niveau annuel glissant du nombre de prêts. Ah ben, nous sommes sur, 9 d'augmentation, mais ça signifie que
nous avons franchi là aussi le seuil du retournement. Et parce que nous sommes sur moins 14,3% en niveau trimestriel glissant. Et la conséquence de tout cela est qu'évidemment, nous sommes sur un niveau d'activité au premier semestre de cette année, plouf, bien inférieur à celui qu'on connaissait durant les années 2016-2019. 47,3% inférieur pour le niveau de la production, 34,4% inférieur pour le nombre de prêts. Il s'est passé quelque chose. Alors après, il ne faut pas s'étonner non plus que le niveau de la construction soit aussi bas. Hein. Et ça laisse pas beaucoup d'espoir à la réalisation de l'objectif des 2 millions de logements construits à l'horizon 2030. Ou alors il faudra un effort colossal de la part des pouvoirs publics et on peut leur faire confiance, il n'y aura pas d'effort colossal. Sur le marché de l'ancien. Alors sur le marché de l'ancien, les choses sont un peu différentes. Pourquoi ? D'abord parce qu'il n'y a pas prêt à taux zéro, c'est peanuts le prêt à taux zéro sur le marché de l'ancien. Et puis en plus parce que les primo-accédants sont sortis du marché de l'ancien, beaucoup plus que sur le marché du neuf. Pourquoi ? Parce que sur le marché du neuf, on le disait précédemment, le marché est tenu par la construction de maisons individuelles avec prêt à taux zéro. Et il se trouve que le prêt à taux zéro sont les primo-accédants. Alors comme il n'y a pas beaucoup de prêt à taux zéro dans le neuf, et qu'en plus, les niveaux, dans l'ancien, pardon, comme il n'y a pas beaucoup de prêt à taux zéro dans l'ancien, et qu'en plus, les coûts des opérations continuent à monter, et les prix au mètre carré continuent à monter, la primo-accession continue à s'étioler. Sur le premier semestre, le coût des opérations dans l'ancien, 3% d'augmentation. L'année dernière, nous étions à 3,3%. Et les revenus des ménages, 2% d'augmentation. Bien au-dessus que ce qu'on a vu et dans le neuf et sur l'ensemble du marché. L'année dernière, dans l'ancien, nous étions à 1,4% d'augmentation. Alors tout ça a une conséquence. On le voit, la part des plus jeunes, des moins de 35 ans, continue à reculer. Elle recule au bénéfice des 35-45 ans. Et un petit peu des autres tranches d'âge, mais surtout au bénéfice des 35-45 ans. Et si on regarde par niveau de revenu, les moins de 3 SMIC leur poids dans le marché continue à doucement s'éroder, et ce sont les 5 SMIC et plus, donc les secondos acheteurs, qui voient leur poids s'élever rapidement. Conséquence de tout cela, le marché de l'ancien, c'est pas qu'il se tient mieux que le marché du neuf, mais il se tient un petit peu mieux. Donc le nombre de prêts en niveau annuel glissant, il progresse encore de 21,4%. Mais attention, compte tenu des difficultés de montage des plans de financement, on a vu réapparaître ce qui progressivement avait vu son poids se réduire dans le marché durant les années 22, 23, 24, voire 25. Les plans de financement avec plusieurs prêts avaient vu leur simplicité s'accroître, moins de prêts. Depuis le second semestre 2025 et depuis le début de l'année 2026, le nombre de prêts par
plan de financement s'élève. Il s'élève tout simplement parce que pour boucler les plans de financement, les ménages font plus fréquemment appel à des types de prêts qu'ils n'utilisaient pas auparavant ou qu'ils utilisaient moins auparavant. Exemple, l'épargne logement ou la, l'accumulation de prêts qui sont obtenus auprès d'établissements qui sont des établissements qui fractionnent au sein du couple, par exemple. D'accord, mais ça n'est pas d'autant plus vrai dans le neuf, ça, cette multiplication des prêts? C'est Ça se trouve pas dans le neuf, parce que dans le neuf, il y a un prêt à taux zéro. oui, ce qui déjà de fait que Voilà. vous avez plusieurs prêts quand Et même. là, on se trouve justement sur des prêts qui sont des seconds prêts qui sont d'un montant beaucoup plus faible que le premier prêt. Mmh. Voilà. Mais l'un dans l'autre, nous avons aussi sur le marché de l'ancien comme sur le marché du neuf, la courbe, qui est la courbe du niveau annuel glissant du nombre de prêts, qui s'est retourné. Alors regardons ça un peu. Nous avons pour la production moins 11,4% sur le deuxième trimestre en niveau annuel glissant. Non, pardon. Blablabla. Moins 11,4% sur le deuxième trimestre, donc en glissement annuel. Mmh. Et puis moins 2,8% sur le nombre de prêts. Conséquence de cela, eh bien la conséquence de cela, c'est que l'augmentation, enfin l'évolution de la production est une évolution, on l'a vu, qui sur le nombre de prêts est moins pénalisante dans l'ancien que dans le neuf. Mais pour autant, quand on regarde, si on compare la situation qui est la situation actuelle, premier semestre, à celle qui prévalait durant les années 2016-2019, nous sommes sur un nombre de prêts qui est de 26% inférieur. Et nous sommes sur une production de crédit qui est 35,7% inférieure. Donc nous sommes encore bien en deçà de situations qu'on pouvait observer par le passé. Voilà pour ce qui est de la conjoncture récente. Et donc, avant de finir et pour commencer la fin, on va porter un petit coup de projecteur sur les éléments qui sont les éléments qui sont souvent mis en avant sur la primo-accession à la propriété. Alors déjà, pourquoi vous vouliez faire ce focus, Michel, aujourd'hui? Ça vous semblait, important dans cette évolution de la structure de la production de reparler de cette part de production? Alors l'accession à la propriété, soyons clairs, parmi la consommation de crédit immobilier, Mmh. c'est plus de 80% de la consommation de crédit immobilier. Bon an, mal an, de l'ordre de 82-83%. Mmh. Donc c'est Le un gros. poids lourd, on va le dire ainsi. Et parmi l'accession à la propriété, nous avons deux grandes familles. Nous avons la famille des primo-accédants et la famille des secondo-accédants. Alors on a l'impression parfois que le marché est bien reparti, simplement parce que la primo-accession à la propriété s'est nettement redressée. Quand on regarde les évolutions qui sont les évolutions qui se présentent à nous, on a quand même une petite prévention à l'égard de cette interprétation de la conjoncture. Pourquoi? Parce qu'il est de fait que la primo-accession, alors je rappelle ce qu'est la primo-accession.
La primo-accession, ce sont des catégories d'accédants à la propriété qui n'ont pas au préalable accédé à la propriété et qui n'ont donc pas la possibilité, dans leur plan de financement, de mobiliser les ressources qui sont les ressources de la revente d'un bien immobilier qu'ils occupaient en accession. Mais des primo-accédants peuvent avoir revendu un bien immobilier qui n'était pas un bien d'accession. Mmh. Exemple, des jeunes qui avaient des 32-35 ans qui, à partir de 20 ans, 25 ans, au début de leur carrière professionnelle, avaient investi dans le locatif Ouais. et qui revendent lorsqu'ils réalisent l'achat de leur première résidence principale. Ou bien des jeunes qui avaient acquis euh, une, euh, une résidence, une petite résidence de loisirs à la montagne pour aller faire du ski et qui revendent. Voilà. Donc, un primo-accédant peut néanmoins avoir revendu un bien immobilier, mais un bien immobilier qui n'est pas une résidence principale. C'est très clair. Voilà. Donc, les primo-accédants, et leur effectif a lourdement chuté à partir de 2019. Pourquoi à partir de 2019? Recommandation du HCSF. Et puis, beaucoup de petites choses qui sont venues polluer les capacités de réalisation des projets. Toujours est-il qu'entre 2019 et 2023, 2023 c'est le point bas, le nombre de primo-accédants a reculé de 249 000 unités. Pour bien comprendre ce que ça signifie que la chute de la primo-accession entre 2019 et 2023 porte une grosse part du recul de l'accession à la propriété, près de 94%, donc 93,6% précisément. Hein. Alors c'est tout de même une évolution qui mérite d'être soulignée. Alors, bien sûr, à partir de 2024, les marchés, le marché de l'ancien notamment, retrouvent un peu de vigueur, et surtout en 2025, un peu plus. Mécaniquement, le nombre de primo-accédants remonte, mais le nombre de primo-accédants va mollement remonter. Il va mollement remonter puisque, dans le même temps, le nombre de primo-accédants va s'accroître de 46 000 unités. Le nombre de primo-accédants va passer de 381 000 à 420 000. 39 000 unités. C'est une augmentation, bien sûr, mais c'est une augmentation modeste. Et si volontairement j'ai mis cette chronique historique avec des bâtons pour qu'on voit bien, c'est pour que les uns et les autres puissent se rendre compte que la primo-accession à la propriété, alors déjà en 2023, c'est une des pires années de primo-accession à la propriété avec 2012. 2012, vous vous souvenez, il y avait une élection présidentielle et puis il y avait les conséquences de la suppression du prêt à taux zéro dans l'ancien sans travaux, qui avait provoqué un effondrement du marché de l'ancien, même s'il y en a qui ont mis du temps à s'en apercevoir. Alors, donc 2023, c'était une très mauvaise année. Et 2025, c'est une année médiocre.
C'est une année médiocre quand on compare. Elle est même pas aussi bonne que l'année 2009, qui était l'année de la crise des subprimes. Et donc ce que vous voulez dire Michel, pour que ce soit clair, c'est que sur cette base d'accédant à la propriété, c'est bien la primo-accession qui a le plus descendu, en fait, et qui finalement a très peu remonté, même sur ces dernières années 2024-2025, toujours sur le total des accédants à la propriété. Tout à fait. Et quand on regarde d'ailleurs, parce que le complémentaire à la primo-accession, c'est la secondo-accession. C'est ce que j'allais vous Quand on regarde le pourcentage de secondo-accédants à la propriété, depuis 2021, mmh. je dis bien 2021, donc même en 2023, le pourcentage de primo-accédants s'est élevé en moyenne à 38%. Ouais. C'est-à-dire bien au-dessus de la moyenne de la secondo-accession de longue période. La secondo-accession en longue période, c'est un peu moins, c'est entre 64 et 65%. Ah oui, Non, ça me paraît oui. la secondo, je Oui, reprends, oui. la secondo-accession Vous en longue parliez de 37. période, c'est entre 34 Ouais, et OK. 35%. D'accord? Et 38%, c'est bien au-dessus. Ça n'a pas fléchi, alors que la primo-accession s'effondrait. La secondo-accession est restée à un niveau élevé en pourcentage et en nombre d'opérations réalisées, et c'est la raison pour laquelle, finalement, beaucoup qui observent le marché, lorsque le marché se restreint et puis qu'il y a un petit machin qui reste là, on finit par le voir. Mmh. Voilà. Donc, le marché de l'accession à la propriété a été lourdement pénalisé par l'effondrement de la primo-accession à la propriété. Alors pourquoi? Ah ben, il y a la vieille explication. Lorsque la recommandation du HCSF met en place une exigence qui est une exigence d'apport personnel, cette recommandation provoque une éviction des catégories de ménages, qui sont les catégories de ménages qui disposent d'un apport personnel bas, très bas. Les moins de 10% d'apport personnel, les 10% d'apport personnel. Et c'est vrai que quand on regarde la chute du nombre d'accédants à la propriété, disposant d'un apport personnel de moins de 10%, est spectaculaire. Entre 2019 et 2025, c'est 253 000 accédants en moins. 253 000 accédants en moins, sans illusion. Seule une toute petite partie de ces ménages a réussi à passer la fourche caudine des 10% et à venir sur la tranche des 10 à 20%. Mais c'est quelques milliers de ménages, et donc au total, ça signifie que la chute de l'accession à la propriété de ménages qui sont des ménages faiblement dotés en apport personnel a été entre 2019 et 2025 de 232 000 unités. Alors 232 000 unités, c'est un recul qui explique 93% du recul de la primo-accession à la propriété. C'est pas étonnant, parce que les primo-accédants à la propriété, en général, ils n'ont pas beaucoup d'apport personnel. Et puis, ça explique ce recul, cet effondrement du nombre de ménages faiblement dotés en apport personnel. Ça explique 87% de la baisse de l'accession à la propriété.
Voilà, donc qu'est-ce qui s'est passé durant ces années? Eh bien, durant ces années, nous avons vu effectivement chuter la primo-accession à la propriété et chuter le nombre des ménages faiblement dotés en apport personnel. Ce que l'on observe dans l'Observatoire depuis un certain nombre de mois, de trimestres déjà, et que l'on explique d'une présentation à l'autre. Donc pour en finir, revenons sur la tradition, comme on dit, la demande de crédit, puisque derrière tout ce qui se passe, on a des petits bonhommes, des ménages qui ont demandé des crédits aux gentilles banques. Et cette demande de crédit, eh ben, elle s'est effondrée. Elle s'est effondrée sans aucune surprise, hein, soyons clairs. On le savait, c'était attendu, on savait que ça allait reculer et on savait que le premier semestre de l'année serait très mauvais, hein. Comme je l'avais dit déjà l'autre fois, je le rappelle, tous les ans à la même époque, l'Observatoire des crédits aux ménages de la Fédération bancaire française et de l'ASF pointe les intentions de souscription de crédit immobilier des ménages. Et on savait que le premier semestre de l'année serait un très mauvais premier semestre. C'était dit, ça a été écrit comme disait Pharaon, que ce soit dit et écrit. Eh bien, nous trouvons aujourd'hui dans cette situation, c'est la Banque de France qui nous confirme que les perspectives à 3 mois au deuxième trimestre de cette année avaient chuté encore pour se trouver finalement à 20% sous la moyenne de longue période. Ce qui signifie, hein, quand on regarde, que finalement, on n'est pas dans une situation exceptionnelle. C'est le moins qu'on puisse dire. Si la demande n'est pas au rendez-vous, on peut imaginer qu'effectivement, l'offre de crédit aura du mal à se réaliser. D'autant que l'évolution des taux, l'évolution des taux qu'on avait pu voir jusqu'à présent se confirme, hein. On savait que les taux avaient pris un peu de précaution, hein, entre février et avril. Mais en mai, ça avait fait 3 points de base, en juin, 1 point de base. Eh bien, sur juillet, on est à 3 points de base de hausse. Donc, on est À mi-juillet. sur le 3,29% sur juillet. Le mois n'est pas fini, mais en gros, à mi-juillet, on aura à peu près ce qui va sortir sur l'ensemble du mois. Bon, donc ça signifie que la hausse est une hausse qui se poursuit sans aucune surprise. Sans aucune surprise, pourquoi? Eh bien, tout simplement parce que nous savons que nous avons une Banque centrale européenne qui avait relevé son taux déjà de 25 points de base en juin, et avec une occurrence de relèvement encore de 25 points de base, on disait peut-être en juillet, plus certainement en septembre. Et ça, on le disait il y a encore une semaine, hein. Et puis on a vu que pour célébrer le 14 juillet, nous avons vu des feux d'artifice dans le détroit d'Ormuz. Voilà. Et donc, à partir de là, avec de nouveaux désordres très importants sur le marché du pétrole, sur l'inquiétude des investisseurs, sur les perspectives d'alimentation des marchés du pétrole et du gaz. Et donc,
les risques de l'inflation qui semblaient s'atténuer un peu vont certainement amener la Banque centrale européenne à anticiper la remontée de son taux de 25 points de base, non pas sur le 10 septembre, mais peut-être sur le 23 juillet. Donc dans quelques jours, On verra. on verra, oui. Toujours est-il que l'été sera meurtrier. Donc tout le monde l'a lu, écrit, commenté, hein, c'est clair. Et les établissements de crédit, donc, on intègrent ça par anticipation. La nécessité de consolider les fonds propres et de continuer à marger s'impose toujours. Alors que dans le même temps, en plus, même si cela n'est qu'une indication, les taux de l'OAT continuent, ont repris leur marche en avant. Hein, depuis quelques jours, allez savoir lesquels, nous avons une remontée du taux de l'OAT qui confirme ce que l'on observait déjà depuis le début du mois de juillet. Et donc nous étions hier, je crois, à 3,88% pour l'OAT à 10 ans. Souvenons-nous que ce 3,88%, compte tenu du niveau de l'inflation, est comparable à celui qu'on pouvait connaître il y a 15 ans, au deuxième trimestre 2009, Ouais. au plus profond de la crise des subprimes, en taux réel. Voilà, donc tout le monde le voit, tout le monde le lit, tout le monde le sait. Et cela est intégré, donc aucune surprise dans cette remontée, d'autant que personne n'a d'illusion sur la capacité que les pouvoirs publics auront à maîtriser le déficit public. Et donc ça signifie que les conséquences des déséquilibres que l'on voit, notamment l'augmentation du spread, comme disent les jeunes, entre la France et l'Allemagne, va constituer une des constantes de ces mois d'été. Morale de l'histoire, nous savons que nous avons une année 2026 qui sera une année pas terrible. Au rythme de croissance économique, même l'OCDE et le FMI sont d'accord sur le 0,6% d'augmentation du PIB en 2026, mais avec une perspective d'amélioration de l'activité économique en 2027. Du côté du taux de chômage, l'année ne sera pas bonne en termes d'augmentation de taux de chômage. La disparition du chômage pour l'élection présidentielle, elle était peut-être écrite dans les discours, mais pas dans la réalité. Oui. En revanche, en 2027, à partir de l'été, il est probable que la courbe du chômage devrait s'inverser. Donc l'augmentation du taux de chômage d'ici la fin de l'année devrait, à partir de l'été 2027, progressivement céder la place à une amélioration de la situation. Du côté des revenus des ménages, on le disait tout à l'heure, hein, nous avons une perte de pouvoir d'achat en 2026 qui est pire qu'en 2025. En revanche, en 2027, nous devrions avoir une augmentation du pouvoir d'achat. Non pas parce que, mais simplement parce que l'inflation va se ralentir. Oui, donc il restera modéré quand même. Qui restera modéré, 0,3% d'augmentation. 0,3% d'augmentation comparé à une baisse de 0,5%, ça fait quand même un Tout différentiel. à fait. Mais des ménages qui continueront à privilégier peut-être l'épargne encore plutôt que... Mais la situation qui est la situation d'incertitude va continuer à inciter les ménages à épargner. Ouais. Et d'ailleurs, des scénarios macroéconomiques qui
prédisent une reprise beaucoup plus rapide de la croissance en 2026, tablent presque tous sur une reprise de la consommation qui n'est pas encore véritablement là. Bon, tout ça, ça a une conséquence des taux, des coûts des ressources qui montent, une situation macroéconomique pas terrible, etc. Donc, les taux des crédits immobiliers vont continuer à progresser sur l'ensemble de l'année et pour le moment, nous n'avons aucune raison de remettre en cause le scénario qui est le scénario qu'on avait présenté au mois d'avril, c'est-à-dire nous finissons l'année avec un 3,55% sur les taux des crédits immobiliers, comparé aux 3,29 qu'on connaît aujourd'hui. Ce qui fait quand même une belle augmentation sur le Ce qui fait deuxième une augmentation. semestre. Il Ça fera encore plus Ce 25 qui points fait de une base. augmentation. Oui, Bah, ça fait une augmentation comparable à celle qu'on connaît aujourd'hui pratiquement, oui, si on garde le même rythme. si on garde le même rythme. Mais pour l'instant, on voit que sur ce 1er semestre, elle a finalement été moins importante que ce qu'on pouvait anticiper et vous pensez, malgré tout qu'elle va, pour le coup, avoir ce rythme un peu soutenu sur le second semestre? Nous avions une augmentation moins importante parce que tout le monde s'attendait à ce que la BCE augmente ses taux de refinancement plus rapidement que ce qu'elle a fait. D'accord, Or là, on peut s'attendre à ce que donc la qui arrive. BCE augmente plus rapidement que ce qu'elle a fait. D'accord et donc ça suivra de Et facto, donc, l'un dans l'autre, on peut penser, bon, bien qu'il peut toujours y avoir une divine surprise, comme on dit. Morale de l'histoire, et pour en finir avec ça, l'année 2026 en termes de production de crédit devrait pas être excellente, hein. Elle rejoindra les mauvaises années qu'on a pu connaître par le passé. En revanche, si le scénario macroéconomique et financier se confirme, l'année 2027 pourra être une année meilleure. Donc ça signifie que finalement 2026 aurait été une année d'hésitation, avec des projets immobiliers de ménage qui ont été remisés, de l'attentisme. Mais si rapidement, à partir de la fin du printemps au début de l'été, donc principalement durant l'été et au second semestre 2027, la situation s'améliore comme escompté, alors dans ces cas-là, une partie de la demande qui n'a pas réalisé en ces projets, 2026 se reportera sur 2027 et donc nous aurons une accélération de la reprise en 2027. Mais pas d'illusion, ce n'est pas l'ouverture d'une période de progression soutenue et rapide durant de nombreuses années. 2027 sera une année de reprise, bénéficiant d'un rattrapage, mais qui laissera tout de même le marché bien en deçà de ce que l'on connaissait avant. Il suffit de regarder le graphique, et si on voulait être cruel, et qu'on corrigeait de l'augmentation simplement des prix de l'immobilier, hein, on se souviendra qu'en 2027, nous serons de 25% en volume sous le niveau de l'année 2016. Ouais. Voilà, donc nous avons une année 2027 qui est une année 2027 qui est pleine d'espoir. et en même temps une année d'élection présidentielle? C'est intégré dans les scénarios? Parce que normalement Oui, bien sûr. oui, Oui, oh, ça, on va voir beaucoup de choses ressortir là-dessus. Si on veut se faire peur, on peut toujours se faire peur. non, mais il est entendu que les années d'élection Non, en mais général, stabilisent, enfin ou en tout cas, ne non, font pas des regardez. grandes années. Oui, là, je Bah vois que non, le scénario est regardez. plutôt positif. Voilà, il y a pour au-delà des grandes peurs, hein, de la grande peur dans la montagne,
Il n'y a pas véritablement... si, si du jour au lendemain, on avait un candidat qui était élu et qui dise on va réduire de 25% la dépense publique, Mmh. hein, du jour au lendemain, sur le second semestre 2027, là, je vous dirais, on en reparlera. Mmh. Mais comme il n'y en a pas beaucoup qui le feront, hein, parce qu'il y a les promesses présidentielles et puis il y a la réalisation, il suffit de prendre la réalisation des projets présidentiels de ces 3 derniers quinquennats pour voir quel est le coefficient de réalisation des engagements. Donc peu d'impact sur ces prévisions normalement. Peu d'impact. Très bien. Ce qui est plus important, c'est très certainement ce qui se passe du côté du prix du pétrole, et c'est pas fini, hein, Bien soyons sûr. clairs. Soyons clairs, euh, du côté du prix du pétrole, du côté de l'approvisionnement aussi en pétrole, Mmh. parce que nous sommes quand même à près de 30% en termes d'approvisionnement sous les niveaux qu'on pouvait connaître avant février dernier. Et compte tenu des destructions qui sont des destructions qui sont encore en train d'intervenir depuis quelques jours, euh, plus personne ne s'attend à ce qu'il y ait une possibilité d'accroissement de la production et donc de l'alimentation des marchés qui se relèvent avant ce qui étaient les scénarios de la Banque centrale européenne, hein, présentés en mars dernier. Donc plus personne ne s'attend à ce que ça se relève avant, au mieux, l'été 2027. Mmh. Ça se relève, hein. C'est-à-dire pas ça revienne, ça Ouais, se ouais, ouais, relève. ça se relève. Voilà. Ce qui impacte directement le prix du baril du coup. Donc ça va demeurer. Et puis soyons clairs, nous avons notre fameuse dette publique. Nous avons eu le trou des Halles, hein, au sommet. Nous avons la dette publique. Merci Michel. Je vous en prie, Caroline. On arrive au bout de cette présentation. Évidemment. Donc, si vous avez des questions, écoutez, n'hésitez pas, nous sommes là pour y répondre, à votre disposition. Michel, est-ce qu'en attendant peut-être, des premières questions, on peut quand même... Quid de la menace fantôme du taux Pardon, d'usure? pardon Merci. Loïc Farge, je n'avais pas vu votre question. Quoi. Bon. Quid de la menace fantôme du taux d'usure? Effectivement, Michel. Mais la menace fantôme, comme son nom l'indique, c'est fantomaille. Non, on a toujours des éléments de blocage, hein, dans les ajustements. Souvenons-nous, lorsqu'il y a eu du flottement, les uns et les autres, à juste titre, avaient souhaité que la publication du taux d'usure devienne mensuelle. Oui. Voilà. Aujourd'hui, nous sommes des ajustements qui sont des ajustements de très bons ajustements réalisés avec des rétroviseurs de grande capacité de regard sur le passé. Donc, est-ce que le taux d'usure reflète véritablement les conditions qui sont les conditions de fonctionnement des marchés d'aujourd'hui? Probablement pas. Donc, menace fantôme, menace, oui, toujours, mais par sa menace à chaque fois qu'on a un dispositif qui est incapable de s'adapter à la conjoncture. Oh, en tout cas rapidement. Oui, c'est ça l'adaptation à la bien sûr. conjoncture, hein. Ouais. On peut aller plus vite que la conjoncture. C'est l'infraconjoncture. Michel, du coup, vous l'évoquiez, j'en profite tout à l'heure, ce projet, ce plan de relance du logement quand même qui a été porté par le député Jean Brun, qui a été, je crois, validé au Sénat, hein, qui doit être présenté maintenant à l'Assemblée nationale, qui prévoit la construction de 2 millions de logements. Donc, vous le disiez, c'est un projet qui semble compliqué à mettre en place. En tout cas, ça montre quand même des initiatives du gouvernement pour essayer de redynamiser ce domaine du logement. Qu'est-ce qu'on peut en dire ou quelles seraient les initiatives les plus porteuses pour essayer de relancer un peu la dynamique? Je pense qu'on a
Moi, je ne vais pas en dire beaucoup plus que ce que j'en ai déjà dit. Le projet est beau et c'est bien, hein, dire qu'on construit 2 millions de logements, durant les années, 2026 à 2030 compris, en 5 ans, ça signifie, compte tenu du niveau de départ, qu'en 2030, on construira près de 500 000 logements dans l'année. Dans l'année, je dis bien. Si on parle de mise en chantier, Ouais. on construit, c'est il va falloir ramer, hein. Il va falloir ramer parce que cette année, si tout se passe bien, on fera un petit peu plus de 300 000 mises en chantier. Mmh. Un peu plus de 300 000. Ça signifie, qu'il en restera qu'1 700 000 à construire, un peu moins, hein, d'1 700 000, en 4 ans. Alors, sur quoi on va s'appuyer? Sur la construction locative sociale, ça va être compliqué, sauf, des dispositifs publics très puissants et donc plus ils sont plus puissants, plus ils sont coûteux et donc coûteux, dans la situation budgétaire actuelle, on peut en douter. D'autant qu'on a bien vu, la grande inquiétude concernant le taux du livret A, Mmh. hein. Donc relever le taux du livret A, c'est aussi envoyer un mauvais signal pour, les emprunteurs qui sont les emprunteurs, heu, finançant des programmes, locatifs sociaux, puisque ce sont des ressources, de livret A, principalement qui adossent. Donc à partir de là, si on relève le taux du livret A, c'est, un petit quelque chose, qui devrait être payé par qui? Par la Caisse des dépôts sur, la section des fonds d'épargne? C'est peu probable compte tenu de l'évolution de la situation des marchés. Donc à partir de là, on peut penser que le maintien de la construction locative sociale, d'ici 2030, ce sera une belle réussite, déjà. Donc nous reste quoi? Le locatif privé. Mmh. Bon, c'est très bien, le locatif privé. On n'a pas l'impression que les institutionnels se précipitent pour, réinvestir. Donc ce ne sont pas des institutionnels qui seront toujours là, hein, comme ils l'ont toujours été. Si ce ne sont pas des institutionnels, ce sont des investisseurs personnes physiques. Et à ces investisseurs personnes physiques, on a, proposé des produits qui sont des produits, pas d'investisseurs locatifs privés, mais des produits, d'investisseurs qui acceptent de faire presque du logement social et dans un contexte de, maintien, de permanence de l'encadrement de loyer pour 2 années encore. Or, des investisseurs, pour investir, il faut qu'ils aient une perspective de réalisation, de recettes, locatives suffisantes. Aujourd'hui, le taux de rentabilité, eh ben, le taux de rentabilité, il est certainement mis à mal par la comparaison qu'on peut faire avec, les produits des placements financiers. La hausse, Tout à fait, ouais. voilà, rend, la hausse des taux de rendement financiers rend, faiblement consommable l'investissement immobilier. Bon, l'un dans l'autre, ça signifierait, quoi qu'il arrive, que si on veut augmenter, le niveau de la construction, si on réussit à trouver, comme cela est dit par certaines fédérations professionnelles, heu, qui annoncent, plusieurs dizaines de milliers d'opérations supplémentaires, heu, on arrivera peut-être à avoir quelques 30 000 ou 40 000 investissements locatifs privés supplémentaires au niveau annuel. Il faut encore ramer, hein, pour, Pour atteindre nos 2 000 000. et donc qu'est-ce qui nous reste?
Ben, il nous reste le segment dont on a parlé avant, l'accession à la propriété. On ne construira plus que si on redéveloppe, si on remuscle l'accession à la propriété. Qui parmi les primo-accédants à la propriété, est-ce qu'on va faire plein de prêts à taux zéro dans le neuf? Ça coûte la peau du bas du dos, comme on dit, même si c'est indispensable. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Eh ben, il faut permettre aux ménages primo-accédants d'accéder au crédit. Et comment est-ce qu'on fait pour accéder au crédit? Eh ben, on dessert et on supprime la recommandation du HCSF. Voilà. Les contraintes d'apport personnel. Donc, parce que relever le niveau de l'accession à la propriété, c'est pas 10 000 ou 15 000 accessions à la propriété. Ce qui manque, c'est 120 000, 100 000 à 120 000 accédants à la propriété. Voilà. Très bien. Donc, je crois que j'ai répondu à votre question. C'est très clair. C'est très clair. Et visiblement, tout a été très clair, Michel, parce que nous n'avons pas de questions. Ouais, et puis il fait trop chaud encore peut-être. Parce que nous ici, hein, soyons clairs, il fait 24 degrés à Oui, Brest. oui, D'accord? c'est très agréable, je dois dire. Hein? On est Moi qui d'accord, viens de hein? Paris, c'est très agréable. Eh bien, Voilà. écoutez, Michel, Et donc ça permet aux neurones de fonctionner normalement. on est résistant quand même, vous savez. Eh bien, écoutez, je vous remercie toutes et tous de nous avoir suivis aujourd'hui. Rendez-vous sur le site observatoire.crédilogement.fr pour retrouver toutes ces analyses. Et puis, nous nous retrouverons en octobre pour la présentation des indicateurs du troisième trimestre de l'Observatoire Crédit Logement CSA, pardonnez-moi. Michel, merci beaucoup Eh ben, bonne journée à vous et bonne journée. et à bonne bientôt. chance pour le retour. Au revoir, à bientôt.